donc du club utilisateur Salesforce Marketing Cloud. Donc la thématique qu'on a souhaité couvrir est en partie liée à vos feedbacks, puisqu'on essaie de vous écouter au maximum hein, d'une session à l'autre pour garder des thèmes d'actualité. Et donc aujourd'hui, on a souhaité couvrir le sujet comment gérer sa délivrabilité en période Covid-19, puisque effectivement c'est un sujet vraiment chaud. Puisque voilà, dans l'état actuel du reconfinement, il y a certains besoins de communiquer, de mieux communiquer, de plus communiquer ou de communiquer différemment. Et donc, on a souhaité vous partager des retours d'expérience et des bonnes pratiques sur le sujet de la délivre. Alors, rapidement, donc, pour faire un tour de table, il y a beaucoup de têtes connues aujourd'hui. Alors, je pense que, vas-y, je te laisse dérouler les slides du coup. Merci. Alors, très rapidement, donc moi c'est Julien Coët-Hélène, donc je suis leader du club utilisateur Salesforce Marketing Cloud et je suis accompagné de Zakaria et Akram. Alors, on va aller vite du coup sur cette slide, c'est juste pour vous présenter, pour introduire un petit peu l'état de l'art de ceux dont vous disposez dans Marketing Cloud un petit peu par défaut. Donc, il faut savoir que votre compte Marketing Cloud dispose d'un package d'aide à la délivrabilité qui s'appelle le Sender Authentication Package. Donc, l'acronyme, c'est le SAP, le SAP, à pas confondre avec l'éditeur. Donc, quand on va vous parler de SAP, on parle bien sûr de ce package qui comprend donc une IP dédiée, un domaine privé qu'il faut déléguer à Salesforce, le reply mail management pour la gestion des retours automatisés des emails voilà, automatiques, la configuration du démarque sur les protocoles SPF et DKIM et le branding des liens. Donc là-dessus, il faut bien sûr, comme vous êtes sur de l'IP dédié, faire un ramp-up, donc un préchauffement de votre adresse IP lorsque vous implémentez votre compte Marketing Cloud. Et après, vous avez tout, voilà, les configurations d'aide justement sur l'aide aux envois entre les delivery profiles, les sender profiles, pour vous aider à manager, à gérer vos envois. Donc tout ça, c'est de l'existant. Et après, au quotidien, donc faut suivre les bonnes pratiques d'envoi, et c'est là où on va faire un focus aujourd'hui. Donc vous avez un petit peu votre rythme de croisière lié à vos envois récurrents ou ad hoc. Et l'idée, c'est de se dire, OK, pendant le Covid-19, potentiellement, je vais faire des grosses campagnes pour alerter ma base de données, etc. Et là, l'idée, c'est de savoir comment on va adresser justement ces envois un peu particuliers là, dans ce contexte un peu inédit et quelles sont les bonnes pratiques liées à ces envois un peu massifs là, dans la période. Après, il faut savoir qu'avec certains besoins vraiment d'assistance avancée, et notamment si vous avez des gros problèmes de délivrabilité, il y a un acteur qui s'appelle ReturnPass qui dispose d'outils qui sont 100% intégrés dans Marketing Cloud, qui vont vous permettre d'avoir un niveau plus fin sur notamment la délivrabilité en boîte de réception, de la gestion de spam, etc. Donc, si vous avez des gros problèmes ou des gros besoins d'assistance, il faut savoir qu'il y a ReturnPass qui existe. Sinon, il y a Salesforce qui dispose également de services professionnels dédiés à l'aide pour la délivrabilité. Alors, je vais juste poser la première question pour Zakaria. J'ai entendu dire que les filtres anti-spam bloquaient les emails qui mentionnaient Covid-19 ou coronavirus. Doit-on éviter de mentionner ces mots-clés, notamment dans les emails, dans le contenu des emails? Ok, donc la réponse est très simple, donc c'est non. Donc les filtres anti-spam ne se basent pas sur des mots-clés très simples comme Covid-19 ou coronavirus, mais ils se basent sur des règles qui sont très très complexes et qui sont développées par les plus grands fournisseurs d'adresses email, Google, etc. Donc la réponse est non. Il ne faut pas avoir peur de mettre Covid-19 dans vos mails lorsque c'est pertinent. Voilà. Alors, on a un petit retour d'expérience chez Yes. un grand acteur qui avait mis le mot lockdown. Et il se peut qu'ils aient été un petit peu blacklistés par Gmail temporairement. Mais effectivement, c'était, je pense, un problème un petit peu voilà, de sécurisation, etc., de sécurité là, pendant la période. Mais globalement, non. Sur les nombreux utilisateurs Marketing Cloud, il n'y a pas eu de problème lié à ça. C'était Et du peut-être. coup, voilà, comme tu viens de le dire, Julien, Marketing Cloud a été utilisé pour envoyer du coup des communications Covid, surtout au tout début, au mois de mars et avril. Et donc, il n'y a pas eu vraiment de soucis connus liés à ces termes-là. Après, voilà, il y a quand même peut-être des risques où ça a peut-être eu lieu une fois ou deux.
mais c'est vraiment, il faut voir ça dans le contexte particulier de ce client ou de ce fournisseur-là. Ouais. Mais de façon générale, ce n'est pas prohibé. Voilà, on a le droit d'utiliser ces termes-là. Ouais, et ce qui peut par contre être problématique, c'est les volumes. C'est-à-dire que en fait, des fois, Exactement. on peut avoir l'impression que c'est lié aux mots-clés, alors qu'en fait, c'est juste qu'on envoie trop d'emails d'un coup, ou qu'il y a quelque chose qui, ou alors on va engager une liste Exactement. une liste C'est plus ce qu'on va, complète. Et voilà, et c'est ce qu'on va couvrir après. c'est ce qu'on va voir tout à l'heure avec Akram et les Ouais, différents use cases. ouais. Ok, Akram, tu peux passer, je pense. Donc, la question, je la pose pour toi, Julien. Est-ce que le pool d'IP partagé est une option lorsque, par exemple, je veux envoyer une communication spécifique au Covid ou sinon parce que j'ai peur d'impacter mon IP dédié? Est-ce que le fait de basculer sur une IP partagée est une option? Alors en fait, ouais, c'est une bonne question parce qu'il faut savoir que, comme on l'a mentionné là, dans 95% des cas, en fait, vous êtes sur de l'IP dédié sur Marketing Cloud. Il faut savoir que pour des très petits clients, quoi, pour des petits clients qui ont des très basses volumétries d'email, il existe aussi ce qu'on appelle des IP partagés. Alors, on fera la distinction entre des IP privés et des IP partagés, hein, puisque c'est pas du tout la même chose. Et donc, l'idée de dire, bah, j'ai potentiellement un besoin pour une campagne, je vais passer sur une autre IP partagée pour ma campagne. En fait, non, c'est pas du tout une option parce qu'il faut savoir que ces IP partagés déjà ne contribuent pas à votre réputation voilà, personnelle. C'est-à-dire que tout l'historique des envois passés et votre bonne délivrabilité ne sera pas repris sur cette IP partagée. Et en plus, vous allez pouvoir, si vous avez voilà, si vous êtes impacté une trop grosse volumétrie sur cette IP partagée, comme je vous ai dit, c'était sur des tout petits montants, vous allez pouvoir changer brusquement les volumes et donc impacter les autres utilisateurs de l'IP partagée, puisqu'il faut savoir qu'une IP partagée, elle est mutualisée avec plusieurs acteurs, plusieurs entreprises différentes. Donc, Exactement. Et aussi, il faut savoir lorsqu'on utilise une IP partagée, on n'est pas maître de sa réputation. Et donc, si vous êtes une entreprise voilà, qui souhaite garder la main sur la réputation IP, passer sur une IP partagée, ça vous met du coup un peu dans le risque qu'un autre acteur envoie du spam et que vous soyez aussi blacklisté suite du coup à ça. ouais. Et donc, voilà, ce n'est jamais une option, encore moins si vous êtes un grand client qui envoie des mails supérieurs à 250 000 par mois, ce qui est la limite inférieure pour avoir une IP dédiée. Et du coup, sur la question, du coup, est-ce que je peux avoir plus d'adresses IP dédiées? On va couvrir le sujet après. C'est une autre question. Yes. Alors, question for Mr. Akram. Salesforce Marketing Cloud a-t-il des adresses IP préchauffées disponibles, prêtes à l'emploi? Alors, la réponse est non, parce que, alors, du coup, on peut pas, enfin, la réponse est tout simplement non, parce que c'est pas disponible et que, grosso modo, enfin, si vous avez des adresses dédiées pour quand vous créez votre compte Enterprise Marketing Cloud, vous devez vous charger de préchauffer votre IP sur ces adresses-là. Je ne sais pas si Julien, toi, tu peux compléter sur ce point-là. Ouais, effectivement. Donc, l'idée, c'est que vous préchauffez votre propre adresse IP. En fait, il faut savoir qu'il y a un historique, notamment, qui est important sur les 30 derniers jours. Donc, en fait, on ne pourrait pas garder en base des adresses préchauffées, puisqu'il y a un historique sur les 30 derniers jours en plage glissante. Et donc, si on voulait garder des adresses IP chaudes, ça veut dire qu'il faudrait que forcément un acteur ait les mêmes volumétries que vous et qu'après, on lui prenne les adresses, la réputation d'adresse IP pour vous les donner. Ce ne serait pas juste pour ces personnes-là. Donc, ça n'existe pas et ce serait techniquement pas possible. Trop complexe. Et ça suivrait pas les bonnes pratiques parce qu'en plus la réputation elle est liée vraiment au domaine, au sous-domaine ou au domaine et à l'image de marque. Donc il faut vraiment que ça vous soit associé à vous. Donc même si vous aviez des IP, Salesforce vous donnait des IP préchauffés, il n'y aurait pas cette relation avec votre marque. Alors, je lis la question si tu voulais. Alors, la stratégie d'IP, alors est-ce que on doit opter pour une IP partagée ou une IP dédiée? J'ai envie de dire que ça dépend.
Une IP partagée, en général, c'est utilisé pour quand vous avez des volumes qui sont assez bas. Donc, grosso modo, il faut savoir que l'historique de votre IP et le volume qui est adressé sur cette IP-là, c'est ce qui permet de juger par un FAI si vous êtes une source fiable ou pas, et donc le blocage ou le filtre de vos email adresses. Et donc, si vous avez des volumes très bas, en général, il est favorable d'opter pour une IP partagée. Parce que dans ce cas-là, vous allez compléter votre volume avec d'autres clients de Salesforce typiquement. Si l'IP dédié est en général préconisé lorsqu'on a un gros volume et lorsqu'on veut être maître de notre réputation IP. Et donc, dans ce cas-là, on doit avoir une IP qu'on préchauffe avec nos propres bases et avec laquelle on va être autonome dans le management de la réputation. Yes. Juste pour rajouter ouais, Akram. Juste pour rajouter une nuance, donc oui, on a le choix entre l'IP partagé et l'IP dédié. Tout de même, il faut toujours s'orienter vers une IP dédiée. Donc, je m'explique, si vous avez un volume d'envoi qui est inférieur à 250 000 emails par mois, ce qui est la borne inférieure pour opter pour une IP dédiée, alors la réponse n'est pas facile. On va pas dire, vu que j'ai un volume inférieur à 250 000, alors je vais choisir l'IP partagée. Ce n'est pas la bonne réponse. La bonne réponse, c'est comment je fais pour atteindre un volume de 250 000 emails par mois. Si c'est possible, c'est tant mieux. Partir sur une IP dédiée, c'est garder le contrôle absolu sur votre réputation. Si vous n'êtes pas capable d'atteindre ce volume, même en rajoutant des communications type newsletter, type email balai que vous envoyez à la fin de chaque mois pour atteindre cette limite, si vous êtes incapable de l'avoir, alors dans ce cas-là, l'IP partagé peut être un choix, mais qui vient avec beaucoup d'inconvénients qui sont une réputation qui est partagée. Et donc, vous avez le risque d'être blacklisté parce qu'un autre client qui est dans le même pool va faire une communication spam. Donc, la bonne réponse, c'est essayer d'avoir une IP dédiée. Si vous n'avez pas le volume, essayez de trouver des campagnes pour atteindre ce volume. Sinon, vraiment, dernier recours, allez sur une IP partagée. Voilà. Ok, alors n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Il y a Laurence qui en a posé déjà une ou plusieurs premières. On va y répondre par la suite. On a une section questions-réponses à la fin. On va répondre à toutes vos questions. Alors, du coup, on va enchaîner. Question suivante. Donc, quelles sont les limites minimales et maximum d'adresses IP dédiées? Alors, ça, c'est un sujet qui est intéressant parce que aujourd'hui, en fait, sur l'IP dédié, ce qui représente l'intégralité quasiment des usages dans Marketing Cloud, il faut bien connaître ces montants, ne serait-ce que pour de la stratégie. Si vous voulez avoir, par exemple, plusieurs adresses IP, par rapport à des forts volumes, il faut savoir à partir de quand ça devient intéressant et pour quel type d'usage. Alors, on a parlé d'adresse IP, il faut savoir que il y a aussi des catégories d'adresse IP. Il y a des IP commerciales et des IP transactionnelles. Ça, c'est un peu moins connu, mais ça existe aussi. Donc, on aura tendance à demander par exemple, si vous avez suffisamment de volume sur du transactionnel, pour des grands comptes, on peut demander une IP commerciale et une IP transactionnelle par défaut. Il faut savoir que le montant minimum requis pour une adresse IP, c'est 100 000 emails par mois. Donc, ça, c'est important de garder ce minimum requis parce que sinon, vous pourrez avoir des problèmes justement de blocage. Vous allez avoir des problématiques auprès des FAI et de la livraison de vos emails. Et le montant maximum d'une IP, c'est 2 millions de messages. C'est 2,5 millions. C'est pas à prendre quand vous passez à 2 millions 1 et il se passe rien. C'est vraiment des grosses mailles et ça dépendra aussi des FAI puisque c'est 2 millions de messages. Il faut savoir que c'est une agrégation high level, mais qu'il faut prendre aussi des limites par FAI, puisque les règles sont définies par grand acteur. Exactement. Et du coup, tout à l'heure, je disais 250 000 qui est la borne inférieure. Ici, on voit 100 000. Donc voilà, c'est ce que disait Julien, c'est qu'il faut savoir que ce n'est pas une science exacte. Mais en tout cas, ne pas envoyer en dessous de 100 000. Ouais. C'est vraiment la borne inférieure, sinon il y a le risque d'être bloqué parce que les fournisseurs d'adresses email n'ont pas eu en fait l'occasion d'établir une réputation sur une volumétrie très faible. Ouais.
D'ailleurs, pareil sur les volumétries maximum, des fois vous pourrez voir 2,5 millions, voire 3 millions dans certains documents. C'est voilà, on parle de minimum 100 à 250 000 et maximum de 2,5 millions. On est à peu près dans ces grandeurs-là. C'est ça. Alors, comment garantir la délivrabilité des fournisseurs en période de Covid-19? Donc ça, c'est une question très, on va dire, très spécifique du coup aux fournisseurs de soins de santé, voilà, qui veulent délivrer des emails, on va dire, hyper importants à leurs clients. Et du coup, dans ce contexte-là, Salesforce a négocié avec certains fournisseurs d'accès Internet type Gmail, Verizon et Microsoft pour que, en fait, on va whitelister du coup, ces IP-là pour qu'elles passent sans passer par le filtre anti-spam. Mais du coup, ça répond vraiment à un besoin particulier. Et donc, si vous êtes dans ce cas-là, n'hésitez pas à contacter les équipes de Salesforce de délivrabilité pour voir le processus à suivre afin d'être whitelisté aussi. Ouais. Alors, il y a une option aussi qui existe pour ceux qui ne seraient pas liés à cette activité de soins de santé, si vous êtes dans le retail ou autre secteur, autre industrie. Vous pouvez aussi passer par des options de certification de votre adresse IP ou de vos adresses IP. L'idée, c'est de passer par des acteurs comme Return Pass. Hein. Ils sont peu d'acteurs aujourd'hui à avoir à être intermédiaires entre les FAI et Salesforce Marketing Cloud, parce que Salesforce a déjà des accréditations auprès de ces acteurs pour aider à la délivrabilité, et notamment avec les bonnes configurations SPF, DKIM, etc. Et si vous voulez avoir un niveau encore plus important et avoir des services comme le chargement des images sur Microsoft ou ce genre de choses de manière plus automatisée, la certification de votre adresse IP peut être une option intéressante. Donc, faut rentrer en contact avec eux. Il y a un programme sur 90 jours, voilà, ce genre de choses, où ils écoutent d'abord comment vous agissez et après vous rentrez dans la certification. Et par rapport à ça, Julien, je pense qu'on avait accueilli Return Pass, je crois, au mois de janvier 2020. Et donc, n'hésitez pas à aller consulter dans le Trailblazer Community Group les slides de janvier 2020 pour avoir du coup voilà, en quelques slides l'offre de Return Pass. Ouais, ça permettrait de livrer potentiellement plus vite, plus en volume et plus sereinement puisque voilà, ils ont aussi des services pour aider à la réception, boîte de réception. Il s'appelle maintenant Validity d'ailleurs, je pense. Oui, Return Pass s'est fait absorber par Validity, mais ils ont toujours l'offre Return Pass, tout à fait. Ah oui, c'est vrai, c'est ça, exactement. On a juste une question rapidement de Laurence Ego. Ouais, combien d'IP Ok, je sais pas si on a déjà répondu. Vas-y. On peut commencer. Combien d'IP dédiés au contrat de base? Quel est le coût d'une IP dédiée supplémentaire? Peut-on avoir une IP dédiée sur une BU et une autre dédiée mutualisée pour plusieurs autres BU au sein de la BU mère? Ouais, alors c'est une bonne. Ouais, vas-y. Ouais. Donc, vas-y. Ouais, si tu veux, je commence et après tu peux compléter. Donc, par défaut, en fait, tout dépend du type de compte que vous avez. Sur une édition corporate, il faut savoir que par défaut, vous avez une adresse IP puisque vous avez une business unit. Sur une édition enterprise, il faut savoir qu'il y a un SAP, vous vous rappelez, hein, c'est le Sender Authentication Package qui est le package délivrabilité rassocié à une business unit. Donc, si dans votre compte, vous avez par exemple un package de 5 business units, vous avez par défaut 5 SAP, donc 5 IP dédiés. Il faut savoir que vous avez systématiquement une adresse IP dédiée sur chacune de vos orgs, de vos business units marketing cloud. Donc sur des éditions pro, corporate et enterprise, vous avez systématiquement de l'IP dédié. Sur du basique, potentiellement, vous êtes sur de l'IP partagé. Après, je te laisse compléter, Zach, sur la partie multiple IP dédiée. Yes. Ouais. Yes, ok. Et du coup, la question aussi sur le coût. Donc, le coût d'une IP dédiée, voilà, je dirais dans l'ordre de quelques milliers d'euros. Donc, il faut surtout rentrer en contact avec l'account exec qui donnera vraiment le vrai prix. Mais on n'est pas sur un prix très, très, très grand. Donc, la question sur comment est-ce qu'on peut partager une IP entre business units, la réponse est oui. Donc, en fait, vous êtes libre. Si vous avez un pool d'adresses IP, vous avez en fait, on va dire, l'autonomie de les dispatcher comme vous le voulez entre les business units. Donc là, on parle du coup de ce qu'on appelle une segmentation d'adresse IP sur les différentes business units. Et vous pouvez bien
en partager une avec 2 ou 3 business units, en partager d'autres sur d'autres business units. Donc, voilà, vous avez on va dire le contrôle sur le partage de vos IP dans les différents business units. Il suffit juste de créer un ticket au support en disant clairement pour cette IP-là, je veux qu'elle soit disponible dans cette business unit-là et celle-ci, etc. Voilà. Typiquement, un exemple concret, c'est si vous avez une hausse d'emails transactionnels liés justement aux Exactement. campagnes là de Covid-19, potentiellement, sur du transact, vous êtes sur des petits volumes tous les jours, bah, vous pouvez dire bah, j'active, je switch sur l'IP commerciale pour supporter plus de volume. Ça, c'est possible. Après, il faut être vigilant, faut pas abuser de ces pratiques-là parce qu'effectivement, il y a toujours des impacts. Et voilà. Est-ce que le setup des adresses IP peut être réalisé par le client ou doit-on passer par les équipes CSG? Alors, ce qui est sûr, c'est que pas Pas forcément par CSG, les du équipes coup, CSG. pardon, c'est pas les équipes CSG, donc il Ouais. faut juste passer par un Support. ticket au support. Voilà. C'est un support ticket normal. Exactement. Sachant que les CSG, c'est les professional services de Salesforce. CSG, voilà, du coup, c'est plutôt des architectes et des consultants qui sont facturés. Là, on est plutôt sur du ticket de support gratuit. Tout à fait. Ouais. On a aussi une question de Aline Jactin qui est de préco lorsque le volume d'envoi mensuel est bas, donc 350 000 et qu'une campagne urgente doit être envoyée sur toute la base, donc 1,5 million sur max 24 heures. Donc pas de random split en licence sur plusieurs jours. Ah bah, c'est ton idée, ça, Akram, non? C'est pas Ouais, ton voilà. Ça, on va le voir après. Ouais. Yes. Mais j'ai peur d'avoir de mauvaises nouvelles pour toi, Ouais, Aline. ouais, c'est ça. Malheureusement, Alors, on va adresser les autres questions, je pense, pour qu'on puisse avancer jusqu'à la fin. Donc, je vous propose d'aller. Donc ça, oui, ça c'est un lien. Donc, je sais pas si tu veux en parler un petit peu plus, Julien. Ouais, alors effectivement, c'est un lien sur un article LinkedIn qui traite aussi du sujet sur Covid-19 et délivrabilité avec des questions et des réponses pour aller un peu plus loin. On vous invite, c'est en anglais par contre, mais on vous invite à aller voir ça. C'est intéressant. Il y a pas mal de contenu plutôt axé métier du type est-ce que je dois ou pas faire une campagne Covid-19 pour prévenir toute ma base de données? Et du coup, il nuance un petit peu les réponses et il sensibilise un petit peu sur l'intérêt d'envoyer vraiment des campagnes qui importent, qui ont du sens. Donc, c'est un peu plus orienté métier. Mais c'est intéressant. Et pour reprendre ta question, Clara, on va y répondre aussi par la suite. Donc, ne vous inquiétez pas, par la suite, on aura pas mal de use cases adressés. Alors, juste en transition sur cette première phase de questions-réponses, qu'on va continuer sur un use case concret. L'idée, c'est de dire, voilà, prenez votre une deep breath, donc une forte respiration, et n'envoyez pas le bouton envoyer de votre campagne si vous n'êtes pas sûr à 100% que votre campagne est vraiment nécessaire. On est dans une période non seulement où les FAI, les webmails, etc., sont quand même assez protectrices de leurs clients, mais en plus, les clients eux-mêmes vont mettre en spam plus rapidement les acteurs dont les emails ne seraient pas sollicités. Encore une fois, il ne faut pas oublier la nature des campagnes email. Hein, on demande à recevoir des communications qui importent pour eux, qui ont du sens, et on est dans l'humain plus que jamais. Donc, surtout, si votre campagne leur apporte pas une valeur ajoutée, ça sert à rien de l'envoyer, quoi. Donc, c'est un petit peu la conclusion de l'article dont on a mis le lien juste dans la slide précédente. Et on partagera cette présentation, hein, donc vous inquiétez pas pour les slides, vous les aurez toutes. Et juste, du coup, pour continuer là-dessus, il faut savoir maintenant que l'orientation des très grands fournisseurs d'adresses email type Gmail, c'est vraiment de faciliter le désabonnement pour les clients, pour leurs clients du coup. Et donc, il faut vraiment voilà, se poser la question, est-ce que l'email que j'envoie est utile? Est-ce que derrière, il peut et va entraîner un taux d'ouverture qui est élevé? Parce que sinon, en fait, aujourd'hui, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais on commence à afficher des bannières sur Gmail pour dire tel expéditeur, vous n'avez pas ouvert leur email depuis un mois, souhaitez-vous vous désabonner? Et donc voilà, donc avant d'envoyer un mail, il faut aussi se poser la question, est-ce que mon mail va entraîner une ouverture? Et sinon, il faut aussi voilà, peut-être éviter de l'envoyer parce qu'il peut entraîner
un message de Google pour Ouais. carrément vous désinscrire. Ouais. Bonne remarque. Alors, du coup, en fait, pour la suite, on va parler de plusieurs scénarios, dont quelques-uns qui ont été évoqués dans le chat. Donc, ces scénarios supposent que vous devez envoyer des emails ad hoc, donc notifications urgentes ou autres, en masse à tous les clients de la base. Donc, ils vous permettent d'envoyer, enfin, ils vont vous donner la stratégie pour envoyer le volume maximal sur des adresses IP nouvelles ou existantes. Et en général, il faut éviter, ça c'est très important, d'envoyer plus du double de volume d'envoi quotidien habituel à partir d'une adresse IP donnée après semaine. Ça, on vous expliquera ce que ça veut dire. Et donc, juste pour rappel très important, les pics de volume élevés entraîneront des problèmes de délivrabilité parce que si vous ne suivez pas la stratégie, on va dire, d'envoi préconisée, ça peut vous causer des problèmes en termes de délivrabilité et de réputation de votre adresse IP. Donc, en commençant par le premier scénario, donc, imaginons que vous avez une adresse IP, avec des envois à hauteur de 100 000 emails par jour. Donc, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'on pourrait envoyer au maximum des emails importants qu'on doit envoyer à 21 000 millions d'abonnés sur 28 jours. Donc, on a, par exemple, dans le cadre de contexte Covid ou autre, on a besoin d'envoyer 21 millions d'emails sur notre base. Donc là, ça résume un petit peu la stratégie qui est préconisée pour maintenir en même temps la réputation de votre adresse IP, ne pas risquer d'impacter votre délivrabilité et comment y procéder. Donc la préconisation, comme vous l'avez vu dans la première slide, c'est ne pas doubler, enfin ne pas, on va dire, dépasser le double du volume quotidien semaine par semaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, ce qu'on pourrait faire, c'est, imaginons que notre volume habituel, c'est 100 000 emails par jour. On pourrait commencer la première semaine par envoyer 200 000 par jour. Donc, on double le volume quotidien, ce qui nous ferait arriver à 1,4 million d'emails envoyés. Ensuite, on ferait le double, encore une fois, la semaine d'après, donc 400 000 par jour. On passerait à 800 000 par jour la semaine d'après. Et enfin, on terminerait avec 1 600 000 par jour. Sachant que l'ordre de grandeur maximale, comme l'a dit Julien précédemment, c'est aux alentours de 2 millions et quelques. Donc, on arriverait finalement à nos fameuses 21 millions par email supplémentaire. Donc, en plus des 100 000 qu'on envoie. Alors, ouais, juste pour pour répondre rapidement à la dernière question de Clara, pour faire la transition avec ce que tu viens de dire aussi, Akram. Donc, effectivement, même si votre adresse elle est déjà chaude et avec une réputation sur la base des envois des 100 000 messages par jour, si vous avez prévu une grosse campagne dans le cadre du Covid-19, il faut effectivement faire un ramp-up comme si vous veniez d'avoir l'IP pour gérer ce pic. Et c'est aussi pour répondre à la question d'Aline précédemment, dont je te laisse refaire le lien, Akram. Ouais, donc finalement, pour répondre à ta question, Aline, c'est un peu compliqué de faire l'envoi des 1,5 million d'un coup sur 24 heures. Enfin, ça veut dire que c'est possible, mais ça risque d'impacter fortement la délivrabilité. Je dirais même très fortement, Akram, parce que dans le use case d'Aline, c'est 350 000 par mois. Donc, il faut voir quelle est la volumétrie par jour. C'est vrai. Par jour, on est vraiment sur. On est sur une volumétrie très faible, très très faible. Et donc, si on suit la préco, on doit juste doubler en fait le volume pendant une semaine. Donc, je pense que pour envoyer 1,5 million d'emails, il faut faire les maths, mais ça prendrait plusieurs semaines. Alors attention, hein, parce que Aline, tu pourrais être rapidement amené à anticiper des workarounds, donc des solutions alternatives, et tu pourrais te dire, dans ce cas-là, juste pour mon besoin là, court terme, je vais prendre des IP en plus. Sauf que si vous avez fait le lien avec ce qu'on a dit plus tôt, il faut avoir un montant mensuel. Déjà, il faut un historique sur les 30 derniers jours.
sur une IP. Donc, si vous avez des nouvelles IP pour gérer une forte charge, c'est pas possible pour deux raisons. La première, c'est qu'il n'y aura pas d'historique et donc vous êtes obligé de faire un ramp-up sur des faibles volumes. Et ensuite, si vous voulez entretenir cette IP dans le temps et la garder, puisque vous la payez quand même, et ben, il faudra l'entretenir et vous n'aurez pas les volumes minimum aussi pour entretenir cette IP, ces additional IP. Donc en fait, la technique de dire pour gérer un fort volume d'envoi, je vais me prendre des IP supplémentaires là juste pour l'envoi, c'est pas envisageable. Pas du tout, parce que l'IP, elle est encore pas du tout chauffée, et donc il faut vraiment commencer avec des volumétries à zéro. Ouais. Donc là, on parle vraiment d'une phase de chauffe de l'IP avec des volumétries initiales de l'ordre de 5 000, 10 000 par provider. Ce sera plus intéressant qu'un ramp-up sur l'IP existante. Ouais. Ouais. Il y a une question aussi qui est très intéressante de Clara. Doit-on faire donc aussi le préchauffage, c'est-à-dire ce procédé-là pour une IP partagée, donc déjà préchauffée? C'est pas la bonne réponse. L'adresse IP n'est pas une bonne réponse parce que on utilise une adresse IP lorsqu'on a une volumétrie mensuelle inférieure à 250 000. Donc, si vous prenez une adresse IP partagée et que vous envoyez une com à 1,5 million de personnes, vous avez énormément de risques pour que vous soyez blacklisté parce que la volumétrie sur l'adresse IP partagée va augmenter d'une manière très brusque. Et donc, vous allez finir en spam et vous allez surtout impacter d'autres personnes qui utilisent la même IP partagée. Ouais, c'est ça ce que c'est la solution simple et facile pour cette problématique de besoin, mais il ne faut pas le faire. Non, mais en fait, la question de Clara, c'était effectivement, est-ce qu'on doit faire le même procédé? Là, on parlait beaucoup de l'IP, effectivement, mais est-ce qu'on doit faire le même procédé pour une IP partagée? Et la réponse, ça serait oui, parce que sinon, on risque d'impacter non seulement notre réputation, mais aussi la réputation d'autres clients. Et donc, d'ailleurs, je ne sais pas, ce serait intéressant de voir Zach en interne chez Salesforce. Je ne sais pas s'il y a des filtres qui permettent en interne Salesforce de filtrer ce genre de comportement, parce qu'effectivement, si on peut impacter d'autres clients. Non, mais je n'ai pas la réponse, mais oui, c'est intéressant de vérifier. Donc là, sur les volumes que tu as partagés, Clara, 1000 à 10 000, effectivement, c'est les mêmes concepts. On est toujours sur doubler les volumes. C'est des comportements d'algorithme. Ok. Donc voilà, ça c'est un deuxième scénario en fait qui reprend un peu la même chose, mais avec moins de volumétrie, donc 50 000 emails par jour. C'est un peu dans le même principe. On va passer sur un autre scénario où en fait l'adresse IP actuelle envoie trop peu de volumétrie, donc c'est-à-dire en fait moins de 50 000 par jour typiquement, et donc il y a un besoin d'une nouvelle adresse IP. C'est-à-dire que l'adresse IP existante n'a pas suffisamment d'historique. Donc, dans ce cas-là, en fait, il faudrait, pour répondre à votre problématique, il faudrait prendre de nouvelles adresses IP pour supporter le pic de volume qu'on veut faire. Et je pense qu'il y a une problématique de comment on maintient ce volume-là dans ce cas-là. C'est d'ailleurs comment on est sûr qu'on maintient la réputation de cette adresse IP une fois que ces volumes. Soit du one-shot à Kram, soit c'est du one-shot, on les achète et on les utilise pour ce pic de volume. Et après, on n'en a plus besoin et donc on va les laisser refroidir et qu'on pourra réutiliser par la suite. Par contre, ce qui est important, c'est que si on achète une IP dédiée pour supporter ce pic de volume, il faut partir sur les volumes de base de chauffe de l'adresse IP. Et donc, on va commencer avec des volumétries très faibles, de l'ordre de 5 000 à 10 000 à 20 000 selon les providers. Donc, on ne va pas aligner les deux IP sur les mêmes volumétries. L'IP que vous a déjà, qui supporte 50 000 par jour, donc celle-ci, on pourra l'utiliser et doubler, donc passer à 100 000 par jour. Mais la seconde IP nouvelle qu'on a rachetée, on va plutôt se baser sur les volumétries initiales d'une phase de chauffe de l'IP. Et donc, on est sur des volumétries entre 5 000 et 20 000 selon le provider. Et après, après, voilà, on double selon les recommandations lors d'une phase de chauffe. Et donc, voilà, exactement. Donc, dans ce cas-là, on rentre exactement dans le process de préchauffage d'une adresse IP. Donc, je vous invite la documentation est très bien fournie. Donc, on vous invite à aller voir les bonnes pratiques. Et c'est pour ça que, point très important que a mentionné Zach, on a besoin de plusieurs adresses IP
pour cet envoi one-shot pour répartir la charge sur ces différentes adresses, donc 2 ou 3 adresses typiquement dans notre cas. Et d'ailleurs, du coup, ça pourrait être une bonne, on va dire, approche pour, on va dire, le bon compromis, en tout cas l'option la moins pire pour répondre à la problématique d'Aline, qui est d'envoyer un pic important. Donc, on ne va pas pouvoir, bien évidemment, l'envoyer en 24 heures, mais en tout cas, on peut le faire sur une adresse IP dédiée pour éviter d'impacter notre adresse notre IP qui est déjà utilisée et préchauffer une nouvelle adresse IP, quoi. Ouais. Après, ce que vous pouvez faire, moi j'ai déjà vu, c'est si vous avez des marques différentes, alors c'est un peu particulier, mais vous pouvez faire en sorte d'activer une IP commerciale d'une business unit sur une autre business unit. Normalement, ils n'utilisent pas cette adresse IP, puisqu'ils ont chaque BU à sa propre IP dédiée. Mais potentiellement, pour gérer un pic, vous pouvez dire, si une BU n'utilise pas pleinement son volume, vous pouvez activer l'IP via un case de support sur une autre BU et gérer du débordement sur une autre adresse IP. Après, ça se gère, c'est un peu c'est un peu avancé, mais potentiellement, sachez que vous pouvez maximiser le taux d'utilisation d'une IP sur les différentes IP et faire en sorte que sur tous les envois d'une BU, vous pouvez migrer, partager les IP des autres BU et après faire un jeu d'envoi de cette manière-là. Il y a des solutions qui peuvent aussi être envisagées. Mmh. Et dans ce cadre-là, en fait, il y a des bonnes pratiques à mettre en place de segmentation de la base de données qui se base sur les domaines et aussi sur l'engagement. Donc, notamment les domaines principaux, AOL, Yahoo, Gmail, Verizon, etc. Et en fait, le point important à retenir, c'est que il faut se baser surtout, non pas sur les FAI principalement, mais surtout sur l'engagement de votre base de données. Donc, ça veut dire, en gros, commencer par les clients qui sont les plus récents, les plus engagés, segmenter selon ces métriques d'engagement afin de permettre de booster au début la réputation de l'adresse, parce qu'on aura forcément beaucoup plus de réactivité de la part des clients. Et ensuite, on va dire que on va rajouter petit à petit les autres clients qui sont un peu moins engagés. Parce que si on commence par des clients qui sont, par exemple, qui sont vieux dans la base de données, donc qui datent il y a très longtemps et qui ont un taux d'opening ou un bounce rate élevé, etc., là, on risque fortement de mal commencer, on va dire, notre préchauffage. Et ça veut dire que ça peut impacter par la suite, même si on rajoute des clients engagés par la suite. Voilà. Donc, maintenant, comment minimaliser le risque de délivrabilité grâce à l'engagement? Donc, comme vous le savez, il est risqué d'envoyer l'email à l'intégralité de la base de données. Donc, ça, je pense que c'est clair et net pour tout le monde. C'est très risqué d'envoyer, de shooter sur toute la base. Surtout si on a des clients qui sont très anciens et très peu engagés. Ça risque parce que ça peut produire ça peut susciter des problèmes de réputation sur l'adresse IP. Pour minimiser les risques, ce qu'il faut faire, c'est éventuellement identifier un seuil d'âge raisonnable des contacts. Donc, dire, par exemple, on va prendre que les clients qui ont 2 ans maximum dans la base et les clients qui sont les plus engagés. Donc, pour les premières vagues. Et ensuite, on va aller petit à petit sur les autres clients. Donc, le fait de monitorer le blocage des FAI, donc notamment avec des bounces ou d'autres, notamment par rapport à des return pass typiquement qui peuvent nous donner plus d'insights sur les blocages et d'autres métriques. On pourrait avoir les indicateurs qui nous permettraient de savoir quand est-ce qu'on arrête. Donc, bien évidemment, si vous avez un taux de blocage qui augmente exponentiellement, là, on est sûr qu'on est arrivé aux limites du préchauffage et qu'il ne faut pas prendre en considération le reste de la base.
Je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter, Julien, Zach. Non, mais après, dans tous les cas, qu'il s'agisse d'un ramp-up ad hoc, lancement de projet ou ramp-up lié à un pic lié au Covid, ça se traite de la même façon. Hein. Il faut faire du ramp-up. Il faut faire du C'est les ramp-up. bonnes pratiques, en fait. Voilà, Voilà, c'est un peu les bonnes pratiques. Il faut aussi, voilà, il faut pas dire parce qu'on est dans une situation où il faut envoyer un email, on va dire, d'une façon urgente, alors je vais me permettre de bypasser toutes les bonnes pratiques. Donc non, en fait, là, ce qu'on dit, c'est qu'il faut garder ces bonnes pratiques et même bien les suivre Ouais. afin d'éviter d'être blacklisté. Ouais, et je dirais même, ah oui, il y a eu un point qu'on n'a pas trop traité, c'est que il y a des marques qui, pendant le Covid, ils vont pas envoyer d'email pendant un moment. Moi, j'ai eu le cas là ces derniers temps, et du coup, ils voulaient renvoyer une campagne, pas forcément massive, mais quand même une grosse campagne. Et du coup, faut pas oublier, faut que vous mettiez à la place des FAI, des webmails et tout, et dire, bah, en fait, faut comprendre l'algorithme. En fait, il fonctionne comment l'algorithme sur un historique des 30 derniers jours la plupart du temps. Donc, si vous n'avez pas envoyé de campagne sur les 30 derniers jours parce que vous attendiez un peu, machin truc et tout, bah, dites-vous que même si vous voulez lancer une campagne qui n'est pas forcément phénoménale, mais qui est un peu plus que d'habitude, et que vous n'avez pas envoyé d'email là depuis un mois, et bah, sachez que voilà, votre réputation IP, elle se dégrade très rapidement. Du coup, il faut reprendre sur des volumes plus modestes. Donc, ça aussi. Très Ouais. bonne remarque, Julien. Voilà, donc voilà, gardez ça en tête, c'est une réputation d'une IP, ça dure 30 jours. Donc si vous aviez on va dire, une IP qui pouvait envoyer jusqu'à 2 millions par jour et que vous avez arrêté pendant un mois d'envoyer, il faut comprendre que l'IP est redevenue, on va dire, très froide et donc il faut repartir avec des volumes très bas, ce recommandé lorsqu'on fait un ramp-up d'une nouvelle adresse IP. Donc oui, Julien, c'était vraiment une bonne remarque. Important. Couplé avec la psychologie des clients qui veulent pas être surmenés de messages inutiles, qui peuvent faire du complaint et donc aller dans le sens aussi opposé à la bonne délivrabilité. Ok, alors il y avait deux questions aussi qu'on n'a pas répondu là dans le chat sur notamment la délivrabilité de Gmail. Comment faire en sorte de maximiser la délivrabilité pour Gmail spécifiquement. Et il y avait une autre question sur Return Pass et la roadmap. Malheureusement, Mathieu, on ne pourra pas s'engager sur la roadmap Return Pass. Du coup, je t'invite à contacter l'équipe Validity spécifiquement sur si tu es utilisateur de leur solution. Malheureusement, on ne peut pas trop s'engager à leur place. Sur ce point-là, Julien, par contre, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question, parce que si la question est de est-ce qu'on peut traquer, on va dire, les KPI des emails envoyés depuis Journey Builder, je pense que c'est un peu le même principe. Ouais, mais dans les outils Return Pass, en gros, c'est, tu vois, les logs d'envoi unitaires Journey Builder, est-ce qu'ils sont intégrés au... Il y a le pixel Return Path normalement. Donc, j'imagine que. Enfin, Zach, je ne sais pas si tu te rappelles de ça. Ouais, je sais pas. J'imagine que c'est géré de la même manière, mais à voir. Après la question, non, du coup. Ouais, en fait, ils ont des dashboards qui sont spécifiques au tracking d'envoi de masse. Donc, t'as par campagne, si tu veux. Mais Journey Builder, je suis pas certain que dans leur dashboard, ils soient intégrés par défaut, mais ça, faut vraiment voir avec eux. Ah oui, d'accord. Je pense que c'est lié soit à l'existence sur un module d'intégration avec Journey Builder. Si c'est pas existant, peut-être que c'est prévu dans la roadmap. En tout cas, on n'aura pas la réponse, malheureusement, à cette question. Mais certainement qu'ils ont des choses, puisque ça reste l'outil central d'envoi des emails et ça va le devenir de plus en plus dans Marketing Cloud. Donc, ça me paraît indéniable que ça l'est ou que ça le deviendra en tout cas. Et pour la question sur Gmail, du coup, je sais qu'on a des éléments aussi là-dessus. Pour Gmail, enfin, pour moi, déjà c'est ce qu'on a dit. Donc, une bonne stratégie de ramp-up avec les différents FAI et le fait de segmenter sa base de la bonne manière pour la chauffer. Et ensuite, il y a toutes les recommandations sur le texte, sur le subject line, sur tout ce qui est à éviter de mettre dans les emails qui peut sembler un peu spammy. Donc, typiquement, je donne un exemple, typiquement juste une image HTTP versus HTTPS peut typiquement impacter la réputation de votre email et donc, grosso modo, la délivrabilité dans le spam ou autre. Donc,
il y a aussi d'autres considérations, typiquement juste le domaine de votre image versus le domaine que vous utilisez pour l'envoi. Ça aussi, ça peut impacter, même si on ne sait pas, c'est une boîte noire, donc on ne sait pas exactement comment ça impacte. Il y a aussi des contenus à éviter. Je pense que derrière, dans la slide suivante, on a des recommandations. Si tu veux, j'ai un complément spécifique à Gmail, donc sur des bonnes pratiques. Donc, rester constant sur les infos d'envoi, notamment sur le sender name, l'adresse email, etc. Ça, Gmail, ils sont très sensibles au fait de rester constant sur les infos d'envoi. Donc, tu vois, si tu veux, par exemple, switcher entre un domaine et une IP et faire un switch sur d'autres, bah ça, ils aiment pas trop. Une harmonie sur le domaine utilisé, donc ça, on en a parlé. Ne pas envoyer trop d'emails sur un laps de temps trop court. Donc ça, ils sont sensibles. Ne pas envoyer des emails sur des adresses inexistantes. Vérifier la validité des emails au préalable de l'envoi. Nettoyer la liste d'envoi avec tous les inactifs ou désengagés. Utiliser l'outil Postmaster de Google pour connaître la santé de votre programme email. Nécessite un peu de volume de l'ordre de plusieurs centaines. Voilà, bon, après, il y a des éléments aussi en plus. En gros, c'est à peu près ça les bonnes pratiques de Gmail, spécifiquement à Google. OK. Donc, sur la slide suivante, on parle de la stratégie des adresses IP. C'est un peu, ça reprend ce qu'a dit Isaac au début, donc dans la mesure où quelles sont les bonnes pratiques des envois sur les adresses IP, donc en termes de volume. Il faut savoir que si vous avez un pool d'adresses IP, il faut préconiser une méthode pour envoyer les emails d'une manière distribuée sur les adresses IP et éviter, par exemple, d'envoyer les emails sur une seule adresse d'un coup. Ce qu'on veut dire par là, c'est que typiquement, si vous avez une volumétrie, on va dire, plus ou moins large, évitez, par exemple, de la fragmenter en plusieurs volumes et de la disperser dans le temps, parce que dans ce cas-là, en fait, les emails vont être envoyés par probablement par une seule adresse IP. Et donc, en fait, le système derrière ne pourra pas balancer vos envois sur les différentes adresses IP. Donc, laissez, si vous avez un envoi plus ou moins large, laissez l'envoi, laissez la distribution être gérée par le système. Voilà, donc, notamment sur le pool d'IP que vous avez. Donc, dans ce cas-là, le système, ce qu'il va faire, c'est que il va répartir d'une manière uniforme les envois sur les adresses IP que vous avez par groupe de 5000 en général. Envoie. Donc, comme ça, ça permet aussi de garder une certaine réputation sur le pool d'adresses IP. Et juste pour préciser davantage, il faut savoir aussi qu'on peut avoir un pool d'IP qu'on appelle dédié. C'est-à-dire que du coup, vous avez un peu le contrôle sur la répartition des envois sur les différentes adresses IP. Donc, typiquement, si vous êtes un client qui envoie plusieurs millions d'emails par jour, par exemple, ou là, on est vraiment dans un besoin d'avoir plusieurs adresses IP. Donc, il faut juste en parler avec Salesforce, donc votre EI, pour voir dans quelle mesure un pool dédié peut répondre à votre besoin spécifique. Donc, sachez juste que ça existe. Si vous en avez besoin, si vous pensez que vous avez besoin d'avoir ça, ce contrôle sur la répartition par IP, n'hésitez pas à en parler avec votre représentant Salesforce. Et donc, les risques et considérations à prendre pour les nouvelles adresses IP. Donc, je pense que c'est bien de le rappeler, même si je pense que la plupart d'entre vous le savent déjà, mais la réputation se gagne et n'est pas un acquis. Donc, il faut construire lentement sa réputation. Comme l'a dit Zach, il faut non seulement la construire, mais l'entretenir aussi. Il faut que c'est des indicateurs qu'il faut monitorer dans le temps et suivre. Les FAI peuvent bloquer, filtrer ou retarder par intermittence vos envois. Donc, les plans qu'on vous a partagés, les bonnes pratiques limitent ces risques, mais n'éliminent pas les risques de filtrage ou de blocage.
Donc, assurez-vous que les messages sont bien signés avec ce qu'on appelle le DKIM ou le SPF, et le SPF, pardon. Mais ça, donc, pour information, c'est inclus dans le SAP, donc dans la configuration de votre Sender Authentication Package quand vous faites, c'est automatiquement inclus, enfin, ces paramètres sont automatiquement inclus dans la configuration DNS qui va permettre d'envoyer les emails. Ouais, alors juste, je fais le lien avec la question de Clara et je complémente juste un petit truc. Donc, Ouais. alors, sur la question, y a-t-il une configuration à faire côté Gmail pour qu'il accepte les noms de domaine du SAP ou reconnaisse l'IP? Alors, c'est un peu le lien avec ce que tu viens de dire, Akram. Faut savoir que par défaut, il n'y a pas de configuration à faire côté Gmail. Par contre, il y a une petite action à faire lorsque vous venez d'avoir un compte Marketing Cloud, c'est de faire en sorte de déléguer le sous-domaine à Salesforce. Donc, comme en fait vos emails sont envoyés de Salesforce avec votre nom de sous-domaine d'entreprise, pour éviter les cas de reconnaissance de phishing par Gmail, par exemple, ou les autres webmails, en fait, ou les autres FAI, en fait, il faut faire un processus de délégation du sous-domaine en passant par un petit travail à faire sur vos DNS. Donc ça, c'est votre intégrateur, un Marketing Cloud ou Salesforce qui le fait si vous travaillez avec eux sur l'implémentation. Et une fois que c'est fait, après, effectivement, il y a le SAP, le Sender Authentication Package, qui va être configuré par les équipes Salesforce de provisioning. Et une fois que c'est fait, après, effectivement, il n'y a pas d'action supplémentaire à faire côté Gmail. Mais ça fait partie effectivement de la configuration du SAP et notamment donc par la suite côté interne Salesforce, ça contribue à la bonne configuration des KIM et SPF. Exactement. Donc, encore une fois, toujours commencer par les abonnés engagés les plus récents et donc après donc faire le chemin, on va dire, en arrière pour engager le reste du monde. Donc, n'oubliez pas en fait que tout nouveau expéditeur d'un point de vue FAI n'ayant pas d'historique, il faut travailler sur l'historique de cette IP, de la préchauffer et sûr que de construire sa réputation. Parce que le FAI, pour lui, c'est une nouvelle IP, même si vous envoyez déjà via d'autres IP vos emails. Donc, je pense que c'est un peu grosso modo les grands points à retenir. Il n'est pas possible de garantir que tous les emails seront livrés. Donc, quoi que vous fassiez, ce qui est sûr et certain, c'est que ça reste malgré tout des black box au niveau des FAI. Et donc, on n'est pas sûr à 100% que tout ce qu'on met en place garantisse la délivrabilité de tous les emails. Ouais, on peut peut-être faire le lien avec la question de JB. Pourquoi ne pas envoyer des groupes de FAI, par exemple 10 000 Gmail, quand j'en envoie plus 20 000 Gmail, fait des erreurs de distribution. Alors, c'est le principe du ramp-up sur les use cases qui ont été spécifiés plus tôt. L'idée du ramp-up, c'est bien sûr de dissocier les FAI, Gmail, Outlook, etc. Donc, vous faites bien la distinction par domaine. Donc ça, c'est un prérequis du ramp-up, bien sûr. Et après, il faut y aller progressivement. Et après, je vous invite à regarder la documentation en ligne de ramp-up sur le help salesforce.com pour avoir les volumes par FAI. C'est-à-dire que Gmail, c'est 5000 pour la première semaine et après, vous doublez sur un ramp-up initial sur une nouvelle adresse IP. Et sur les autres domaines, ça peut être 20 000. C'est vraiment spécifique par FAI. Juste pour préciser quelque chose de très important, via un ticket au support, vous êtes capable de demander un rapport sur la réputation de votre adresse IP. Donc là, c'est pour JB, qui a des problèmes, du coup, des erreurs de distribution. Je pense que ça peut être utile de demander ce rapport, qui est gratuit, et fourni par le support, pour voir un peu est-ce que c'est lié à une erreur de configuration ou parce qu'on a on est blacklisté ou dans un spam trap, par exemple. Mais n'hésitez pas à le faire à le faire de façon régulière tous les trimestres pour à peu près savoir votre réputation. Il nous reste 1 minute pour conclure. Donc, juste pour conclure, donc ce qu'on vous recommande, c'est d'utiliser les outils donc de la plateforme qui permettent un peu de mitiguer le risque de délivrabilité. Par exemple, Bounce Detective
ou de solliciter l'aide de services dédiés, donc que ce soit les services de Salesforce ou Return Path, pour monitorer votre délivrabilité et être sûr que vous suivez les bonnes pratiques de délivrabilité. Donc, voilà. Je pense qu'il y avait une question par rapport à Détective. Je pense, si je ne me trompe pas. Et cette question, c'était par rapport à comment c'est utilisé, quels sont les filtres qui sont faits, etc. Juste pour répondre à ta question, donc, la question nous vient de JB. Alors, moi, de ce que je sais, c'est principalement des filtres sur ce qu'on appelle des trigger words, pour le spam. Et donc, en fait, on parcourt tout le contenu de l'email. On a une liste qui est déjà prédéfinie côté Salesforce, qui évolue dans le temps aussi. Et on essaie d'identifier des keywords qui sont tagués comme spam. Et ça vous permet en fait d'éviter que vos emails soient identifiés comme des spams. Je suis pas certain. Est-ce que ça... Voilà, sur les langues, je suis pas certain que ça marche dans toutes les langues. Voilà. Après, il est possible de rajouter des mots-clés personnalisés, je pense, avec notamment. Alors non, c'est plutôt pour le RMM, ça, pardon. On peut personnaliser des mots-clés avec le support. Ouais, je pense que c'est principalement orienté en anglais, mais je pense que c'est à creuser parce que moi personnellement, je pense que je l'ai utilisé très peu de fois cet outil, donc à voir. Ouais. Après, comme on l'a dit au tout début, les spam filters, ils sont très très complexes, c'est basé sur des algorithmes, on va dire, très puissants. Voilà, donc avec cet outil, on peut juste préfiltrer certains mots qui sont définis, donc il ne faut pas croire que ça va vraiment résoudre tous les problèmes de délivrabilité. Bon, on va devoir clôturer. Je pense que certains ont des meetings qui vont suivre. Un grand merci à tous pour votre participation à cet événement donc dédié à la délivrabilité. Semaine prochaine, on a un nouvel événement User Group Marketing Cloud sur les dernières nouveautés de la release d'octobre Marketing Cloud. Donc, on sera ravis de vous voir pour ce nouvel événement. À très bientôt et portez-vous bien. Merci tout le monde. Au revoir. Merci, au revoir. Merci. Le support sera disponible aussi dans Merci beaucoup. Merci. Allez, au revoir.